Bonsoir mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes comme toujours. C'est sur le thème du couple ce soir et le titre de la vidéo c'est « Quel reflet est-ce que je reflète à mon mari ?» Hachem, le créateur du monde, m'a faite comme un miroir pour mon mari et la question c'est qu'est-ce que je vais refléter à mon mari? Je lui reflète son image. Vous savez, quand on se regarde, on veut savoir de quoi on a l'air. Je vais m'arranger le foulard, je vais m'habiller, je vais voir de quoi j'ai l'air. Qu'est-ce que je fais? Je me mets devant un miroir. Le miroir va refléter mon image. Ce que je vais voir dans le miroir, c'est ce que je suis. Donc c'est pas compliqué, c'est simple, c'est une action. Je me mets devant un miroir, le miroir me reflète mon image. Je vois si j'ai besoin de m'arranger ou pas. Eh bien, au niveau de l'être, au niveau de nos compétences, au niveau de notre valeur, il n'y a pas de miroir de nos valeurs, il n'y a pas de miroir de nos qualités, il n'y a pas de miroir. Maintenant, je veux voir si je suis quelqu'un de bien à l'intérieur, si je suis une bonne personne, si je suis une personne compétente, si je suis une personne qui est sur le bon chemin. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir une image de moi? C'est un travail d'introspection, de prise de conscience vis-à-vis de soi, d'éteindre ce téléphone et de se dire ok, maintenant qui je suis, qu'est-ce que je vaux. C'est pas non plus la peine de trop s'arrêter dans le mouvement de la vie, mais par moments comme ça, il y a des moments où c'est bien de se remettre en question. Ok, quelles sont mes qualités, quelles sont mes compétences, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce qui reste à travailler. C'est ça le miroir de l'être, c'est l'introspection. Et concernant notre conjoint, nous allons, nous les femmes, pouvoir jouer un rôle de reflet du mari. Je vais, en tant que femme, lui refléter ce qu'il est. Alors, ça ne veut pas dire que c'est précis, ça ne veut pas dire que ce que je vais refléter à mon mari, c'est exactement ça. Il se peut, par exemple, qu'il y ait un homme qui ait des compétences formidables, qui ait des qualités merveilleuses, qui fasse des choses positives, qui a aussi des défauts comme tout un chacun. Et malheureusement, la femme ne va voir chez son conjoint uniquement que le négatif, elle va se concentrer sur le négatif, elle est persuadée, parce que l'ego fait un travail de forcener, de la convaincre qu'il n'est que négatif et qu'il n'a pas de qualité et tout ça. Et donc cette femme va refléter à son mari qu'il est quelqu'un de négatif, qu'il est quelqu'un de mal, de mauvais, de pas à la hauteur, qui n'a pas de qualité. C'est ça que cette femme va apporter comme reflet à l'homme. Et le contraire est vrai aussi. Un homme a du mal à faire quelque chose, il est un peu maladroit, il essaye de faire quelque chose et il n'y arrive pas trop. Et sa femme, avec plein d'amour et de chaleur et de compréhension que chacun de ces mots ont un impact sur son mari très décisif, va venir et va carrément enjoliver la situation. Va lui dire « c'est bien ce que tu fais, c'est super, c'est génial, merci d'avoir fait ça, merci d'avoir pris ça en main. Franchement, on peut te faire confiance, on peut compter sur toi. » Même si une autre personne à sa place aurait pu dire « quoi? Mais attends, c'est pas parfait ce qu'il fait, c'est pas... Attends, il y a des défauts, il est maladroit, comment tu lui dis que c'est bien alors que c'est pas bien ?» Cette femme va faire refléter à son mari qu'il est quelqu'un de bien. Donc en vérité, la femme, c'est le reflet de l'homme. Je vais te refléter, consciemment ou inconsciemment. Le mieux, c'est de le faire consciemment et positivement. Mais des fois, on ne se rend pas compte au début du mariage, au début, on n'a pas vraiment conscience qu'on a un impact sur notre mari décisif vis-à-vis du reflet qu'on va lui donner de lui-même. Et donc, on a un gros impact sur notre mari. Un impact exceptionnellement gigantesque sur notre mari. L'image qu'on va lui refléter de lui-même, qu'elle soit précise ou imprécise, qu'elle soit vraie ou pas vraie, qu'elle soit complète ou incomplète, va avoir un impact sur mon mari, en bien comme en moins bien. D'accord? Mon mari peut avoir réussi quelque chose d'extraordinaire. Moi, je connais quelqu'un qui, à ses heures perdues, fait des choses, des dessins, enfin, des choses, il est un peu artiste comme ça. Et il fait des choses vraiment très belles. Très belles. Et paraît-il que quelqu'un lui aurait dit que ce qu'il faisait n'était pas très beau.
n'était pas parfait, n'était pas bien et tout. Alors quand j'ai entendu, j'avais pas encore vu le résultat. On m'a dit que quelqu'un lui a dit que c'était pas beau ce qu'il faisait, que c'était pas bien, c'était pas professionnel. Quand j'ai vu le résultat de mes propres yeux, j'ai failli m'évanouir tellement c'était vraiment, vraiment doué. Il y avait vraiment un don du ciel, cette personne a un don du ciel dans ce qu'elle fait. Et je me suis dit, comment une personne a pu voir quelque chose de négatif dans ce qu'il fait. Donc c'est vraiment très, très subjectif. La remarque, le reproche, le compliment, tout est subjectif. Tout est subjectif. Et c'est important de dire la vérité. C'est ce qui s'appelle Dover Emet Bilvavo. Quelqu'un qui dit la vérité, c'est très important. On nous dit dans la Torah, Achek midvar sheker, tu dois t'éloigner du mensonge. Le créateur du monde déteste le mensonge. Le créateur du monde représente la vérité par excellence. Mais il y a des choses sur lesquelles on a le droit d'être imprécis. Et par exemple, pour faire la paix entre deux personnes, on a le droit d'exagérer ou de mentir ou de changer la chose. Quand une femme veut faire la paix entre elle et son mari, veut les rapprocher, veut se rapprocher de son conjoint, veut rapprocher son conjoint d'elle, si elle utilise des mots positifs pour l'encourager, pour lui donner une bonne image de lui, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Je sais qu'il y a tout un monde un monde non juif comme ça, toute une ambiance comme ça qui se repose beaucoup sur la perfection, qui recherche beaucoup la perfection de la chose et toujours se dépasser plus et être plus précis et parfait dans les résultats et esthétiquement. La perfection esthétique, surtout en ce moment, la grande mode de la photographie et de montrer toutes les photos et tout, et l'art de la photo et faire partager les photos et les likes et tout ça. Donc on est très très très, comment dire, consommateur de tous ces résultats physiques et ces résultats, tous ces résultats, d'accord. Donc on recherche la perfection et tout ça. Et ça, ce n'est pas une qualité, c'est un défaut. C'est un critère qui peut pourrir un couple, qui peut pourrir une amitié, qui peut pourrir l'amour, même l'amour de parents pour leurs enfants. Toute cette recherche de la perfection peut endommager fortement la paix et l'amour qu'il y a entre un homme et sa femme, qu'il y a entre des parents et leurs enfants, entre des enfants et leurs parents, et entre les êtres d'une société de manière générale. Si ce n'est pas parfait, je vais te le faire savoir. Je vais te dire tout ce qui ne va pas. Je vais mettre la lumière sur ce qui ne va pas. Et ça c'est très destructeur dans le couple, très destructeur. Alors, vous me direz, oui, mais que faire quand on est témoin de défauts chez son mari, quand on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas chez son mari? Comment on fait pour sauver l'affaire, pour sauver l'histoire? Alors ce soir, je vais vous ouvrir mon cœur et vous parler d'un petit cahier qui fait partie de ma vie depuis quelques temps. J'ai décidé d'acheter un petit cahier, voilà, c'est un petit cahier que je trouve très joli d'ailleurs, mais c'est vraiment pas le plus important, la couverture, où il y a à l'intérieur de ce cahier des feuilles, oui, des feuilles, des pages. Et je vous propose donc de prendre un stylo et d'écrire dans un cahier les qualités de votre mari, les choses positives que vous voyez chez votre mari. Quand vous sentez que vous êtes en train de sombrer vers ce côté négatif du regard sur votre mari, quand vous sentez que votre cœur commence à se remplir d'un ressenti négatif vis-à-vis du conjoint, quand vous sentez que vous avez passé une journée avec des défis pas simples par rapport à votre mari, vous sentez que vous avez le cœur plein sur quelque chose, il vous a déçu, il vous a vexé, vous en voulez à votre mari, vous sentez que votre cœur a des ressentis envers votre mari. Prenez vite ce cahier, allez dans une pièce de votre maison, allez vous enfermer, ou alors le soir, attendez que tout le monde aille dormir. Avant de vous énerver contre lui, prenez ce cahier, ouvrez-le et forcez-vous à rechercher des choses positives sur votre mari. Je nous encourage à le faire, voilà. Je reconnais avoir appris cet enseignement extraordinaire de la rabbinite Myriam Metoudi, et depuis cet enseignement qu'elle nous avait donné, ça change la vie. Ça change la vie.
Déjà en tant que personne, ça nous apprend à développer le regard positif qui est vraiment, vraiment crucial dans la vie pour être une bonne mère, pour être une bonne femme et pour être une bonne mère pour ses enfants. Et aussi pour être une bonne mère pour son mari. Je ne fais pas de lapsus. Être une bonne mère pour son mari. Pourquoi ? Un homme, et n'allez pas lancer la pierre aux hommes. D'accord ? N'allons pas lancer la pierre aux hommes. Les hommes ont été créés par le Créateur de la même manière que les femmes ont été créées par le Créateur. Les hommes sont spécifiques à eux. Ils ont des qualités formidables. Ils ont des points forts merveilleux. Et ils ont aussi une caractéristique qui est qu'ils ont besoin de se sentir maternés. Ils ont besoin de se sentir maternés. Ils ne l'avoueront jamais, c'est la deuxième caractéristique d'un homme, ils ne l'avoueront jamais, ils ne vous diront jamais « j'ai besoin que tu me maternes ». Ils ne le diront jamais. C'est leur côté mental fort. Ils ont un mental fort, ils ne vont pas vous dire « écoute, essaie de t'inquiéter pour moi, j'aimerais que tu remplaces le rôle de ma mère ». Non. Mais ils ont... C'est pour ça que les hommes ont pour la plupart un lien fort avec leur maman, un lien d'osmose avec leur maman, c'est parce que leur maman les materne, donc naturellement, c'est-à-dire de lien naturel. Une maman materne son enfant. Donc ils se sentent en... comment dire ? Ils se sentent aimés par leur maman, ils sentent de la chaleur de la part de leur maman, ils sentent que leur maman s'inquiète pour eux, ils sentent qu'ils sont en sécurité avec leur maman ne les juge pas, ou très peu, et donc ça les tient en vie, c'est crucial pour eux. Et la femme va venir elle-même jouer ce rôle petit à petit. Petit à petit, c'est pas du jour au lendemain, on se marie et le lendemain, la femme est tout de suite maternante envers son mari. Mais petit à petit, on se rend compte, ou alors on apprend au travers d'un cours de Torah pour ne pas perdre de temps, pour perdre moins de temps, c'est-à-dire on peut, après, il y a deux moyens d'apprendre des choses dans la vie, ou avec l'expérience, donc ça va prendre du temps, on va tomber sur des problèmes, il va y avoir des problèmes, et de ces problèmes on va apprendre. Ou alors il y a le fait d'écouter des cours de Torah, où ça te fait gagner beaucoup de temps, et au lieu de se diriger vers tous les problèmes et d'apprendre des problèmes, tu apprends déjà, c'est ce qui s'appelle le médicament avant la maladie. Tu entends des cours de Torah et tu sais comprendre qu'est-ce que le Créateur attend de toi. Donc un homme a besoin d'être materné, a besoin qu'il sent que quelqu'un s'inquiète pour lui, qu'il sent que quelqu'un lui demande s'il a bien pris son médicament, s'il a qu'il y ait la réfoua shlema pour tout le monde, pour tout le Ham Israël, que s'il a bien pris son repas, s'il a mangé quelque chose, que quelqu'un lui a fait il a besoin de ça. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ça, il fera sans. Mais un homme qui reçoit du maternage, de la chaleur maternelle, ne ressemble pas à un homme qui n'en reçoit pas. Et ça, c'est un secret entre nous. C'est pour ça que je dis que cette vidéo est réservée pour les femmes. Parce que les hommes ne doivent pas entendre cela. Parce que sinon, s'ils entendent cela, après, ils vont être déçus que leur femme ne les materne pas. Donc, je vous le dis entre femmes, qu'on se le dise. Les hommes ont besoin de chaleur maternelle. Et tant que la femme ne prend pas ce rôle à bout de bras, tant que la femme ne comprend pas cela, tant que la femme ne sait pas faire cela, ou tant que la femme, tout simplement, n'a pas encore l'amour suffisant dans son cœur concernant son mari pour réaliser cela, eh bien, Dieu merci, il y a la belle-mère, il y a la maman du mari qui va lui donner cet amour et cette chaleur. Et parfois, les femmes se plaignent, oui, pourquoi est-ce que ma belle-mère est là? Pourquoi est-ce qu'il est tout le temps chez sa mère? Pourquoi ça? Des fois, il y a une douleur qui se crée chez la femme. Sachons et comprenons que lorsque la femme commence à jouer son rôle, où elle va vraiment, vraiment s'inquiéter des besoins de son mari, malgré le fait qu'elle est elle-même en proie à toutes sortes de maux et de difficultés et de défis dans sa vie. J'ai pas suffisamment de problèmes, j'ai pas suffisamment de défis pour en plus m'inquiéter de son sort.
je viens d'accoucher, je sais pas, j'ai ça sur la tête, mon papa qui va pas bien, il y a ça, et plein de choses. Il faut en plus que je lui demande comment il va, est-ce qu'il a mangé, est-ce qu'il a pris son médicament. Et c'est là où nous devons comprendre que c'est un besoin crucial chez l'homme, et que si le Créateur du monde a mis ce besoin chez l'homme, c'est que quelque part, il attend de moi en tant que femme que je développe ce don de maternité. Je vais le développer avec mes enfants, Bezrat Hashem, et je vais le développer aussi avec mon mari. Et pour y arriver, il faut faire un travail mental et un travail dans le cœur. Je vous dis tout cela, mais moi-même, je n'y suis pas encore arrivée, je suis en chemin, je me dirige, et donc je nous parle à nous tous. Comment arriver à cet état de vouloir carrément materner son mari, de vouloir de tout son cœur réellement s'inquiéter pour lui et réellement lui montrer que je m'inquiète pour lui. D'abord, il faut savoir que ça a un impact sur lui au niveau de son moral très très positif. Très positif. Donc ça lui donne des forces. Donc quelle femme ne veut pas que son mari soit fort? Quelle femme ne veut pas que son mari ait les forces d'affronter ce qu'il y a à affronter? Les revenus financiers, la guerre à l'extérieur, l'étude de la Torah, éduquer ses enfants. Quelle femme ne veut pas avoir un homme fort et en bonne santé, morale et physique dans sa maison? Qui veut d'un homme tristouné et qui n'a pas les forces? Logiquement, si la femme est saine dans son esprit, elle veut un homme fort et bien dans ses baskets. D'accord? Ne serait-ce que par philanthropie, par amour de l'autre, par amour de l'être, et par Dieu l'a faite miséricorde, donc par miséricorde, elle veut faire du bien aux autres. Donc si on nous dit, sache que quand tu t'inquiètes pour ton mari, quand tu lui montres de la chaleur maternelle à ton mari, sache que ça lui fait beaucoup de bien, ça le nourrit, ça lui donne les forces. Déjà, ça devrait être un argument convaincant. Il faut savoir aussi que lorsque je développe ce don chez moi, ça devient ma nature. Et il n'y a pas plus agréable pour les êtres de rencontrer des gens maternants, des gens qui vous enveloppent avec leur amour, qui vous enveloppent avec leur chaleur, qui vous enveloppent avec leur bienveillance, leur compassion, quand vous allez bien, quand vous êtes joyeux, et quand vous n'allez pas bien, il n'y a rien de plus récurrent, de plus bienfaiteur que de rencontrer des gens qui vont, et ces gens en général sont rares parce que c'est un travail vraiment, vraiment de forcené d'arriver à ça, mais il faut savoir que quand dans le monde juif, la vie juive, la Torah, nous dit commence dans le couple, commence dans ta famille, commence avec ton mari, commence avec tes enfants, et ensuite tu deviendras cette personne qui va materner les gens naturellement. Mais ne le fais pas en stratégie pour obtenir des autres, malgré le fait que tu n'as pas du tout développé ton couple, tu as fait complètement la passe sur tes enfants, tu es dans un état d'esprit de bouffer le monde professionnellement, tu veux y arriver, tu veux gagner de l'argent, tu veux avoir des clients, tu veux avoir des vues, et donc tu te dis, ah ok, stratégie, je vais faire découler de mon cœur de la chaleur pour attirer les gens à moi. Si c'est une stratégie, ça ne marche pas. Parce que les gens, on le flaire et les gens le ressentent. Aujourd'hui, on le ressent, on le sait, on voit quand est-ce qu'une personne est chaleureuse pour obtenir de nous quelque chose et quand une personne est chaleureuse parce que c'est sa nature. Elle l'est profondément. Et comment je deviens profondément une personne chaleureuse? En m'exerçant à le faire avec mon mari. Pourquoi? Parce que ça va le faire vivre, ça va lui donner les forces, il va se sentir aimé, il va se sentir revigoré. Un homme a besoin de sentir qu'il est le centre d'intérêt de sa femme. C'est comme ça, je sais, ça peut hérisser des poils, ça peut
Aujourd'hui, les femmes sont tellement occupées à l'extérieur, à se réaliser, à trouver leur passion, à trouver ce qui les intéresse, à développer leurs dons, à développer les mamesh et tatsman, comme on chez Omri Beivrit, comme on dit en hébreu, voilà, développer Et donc, mon mari, le centre de ma vie, mon mari, ma passion, mais je suis une femme vivante, je suis une femme qui a besoin de croquer la vie, je suis une femme qui a besoin de sortir à l'extérieur et d'apprendre et de grandir et de me construire et me. Tout tourne autour de moi. Et donc, quand je suis sur un chemin où tout tourne autour de moi, cela s'appelle de l'égoïsme. Je suis en chemin pour devenir un être très égoïste. D'accord ? Aujourd'hui, être un être très égoïste, ça peut paraître extérieurement très esthétique, très développé, très doué, très épanoui, mais c'est de l'égoïsme. D'accord ? En photo, ça donne très bien. La femme est tout à fait parfaite. Les diplômes sont accrochés sur le mur. On prend les photos avec les diplômes, on prend les photos avec les trucs, et les photos, et toutes les photos, et toutes les photos, et le business, et le machin. Ok ? Extérieurement, en photo, ça donne très bien. Quand une personne est égoïste, en photo, ça peut donner bien. D'accord ? Ça peut se vendre. Ça se vend. Voilà. L'égoïsme se vend bien. Mais c'est de l'égoïsme. Quand une femme est tournée vers elle-même, vers ses passions, vers ses compétences, son épanouissement, c'est égoïste. Alors, où est la limite de l'égoïsme et du non-égoïsme ? C'est dans la kavana. Pourquoi je le fais ? C'est dans la pensée. La pensée. Pourquoi est-ce que je fais les choses ? Qu'est-ce qui me pousse à faire cela ? Donc, par exemple, sortir au centre commercial, m'acheter une robe, ça peut être ou de l'égoïsme à fond ou de la bonté à fond. Tout dépend de la raison qui me pousse à le faire. Si je vais acheter une robe parce que je veux donner bien sur la photo qui va représenter mon logo de mon entreprise, de ma société, de mon développement personnel, etc. Donc c'est moi, je suis en chemin pour devenir un être égoïste. Au début, ça ne se voit pas encore. Il y a encore les qualités de l'enfance, la douceur de l'enfance, la pétillance de l'âme qui est encore là et qui montre un être aimant et compatissant et sympathique et tout ça. Mais petit à petit, je m'enferme dans une bulle d'égoïsme. Et l'égoïsme, autant vous dire que ça repousse. Les gens égoïstes repoussent. Les gens égoïstes sont d'abord, au bout d'un moment, ils sont tellement seuls en vérité, même si pendant une longue période de leur vie, il y a des gens autour, on se sent très entouré parce qu'il y a les amis, les meilleurs amis, les connaissances, les découvertes, et on s'est rencontrés, et j'ai rencontré des gens, on est vraiment sur la même longueur, et c'est le feeling, et je sens que ces gens, c'est moi, et on se comprend, et il n'y a pas de statut marital, il n'y a pas de vie maritale avec ces gens, rien qui nous engage les uns envers les autres, d'accord ? Du jour au lendemain, ces gens peuvent disparaître. Du jour au lendemain, il m'arrive quelque chose, il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai besoin de partager, j'ai besoin de parler de choses sérieuses. Tout d'un coup, il n'y a plus personne en réalité. Quand il s'agit de choses vraiment sérieuses, toutes ces rencontres, tous ces feelings, toutes ces discussions avec tout ce monde, aujourd'hui, voilà, l'Internet, c'est l'ouverture sur le monde. Donc on a l'impression d'être très très entouré. Mais en vérité, quand je vis des moments cruciaux de ma vie, des moments vraiment où le créateur du monde, par amour pour moi, va m'envoyer des défis, il n'y a pas vraiment... Les gens ne sont plus vraiment là. Donc cet égoïsme va me rendre seul, et cette solitude va me rendre encore plus égoïste, et cet égoïsme va faire fuir les gens autour de moi. L'égoïsme fait fuir les gens, fait fuir les enfants, fait fuir tout un chacun. Et surtout, je ne construis rien. Quand je suis dans l'égoïsme, mes traits de caractère sont en train de s'atrophier, sont en train de se décimer et de s'assécher. Je m'assèche. L'égoïsme, c'est l'assèchement de l'être. C'est toute la qualité de réel
de réelle bonté qui s'assèche. Alors qu'on a un potentiel gigantesque en tant que personne juive de bonté dans ce monde, étant les petits enfants de notre grand-père Avraham Avinu, nous avons en nous un ADN de bonté gigantesque. Mais qui ne travaille pas cet ADN de bonté au sein de la famille, parce que c'est la seule scène qui permet réellement le développement de cette bonté. Si je ne suis pas dans cette flore merveilleuse que s'appelle la famille, avec tous ses défis, je suis en dehors de la famille, je me suis extraite de la famille, je ne veux plus avoir de lien marital, familial, etc. Je m'extrais de ma famille. Ma famille, c'est mon mari et mes enfants. Je ne parle pas des parents et des frères et sœurs. Ça, c'est la famille biologique, mais je parle de la famille Beit Ne'eman B'Israël, la famille, la maison juive. La maison juive. Quand je m'extrais de la maison juive, d'accord, en repoussant au maximum la maison et en allant au maximum chercher ce que l'extérieur me propose, je suis dans cette déconnexion de ma serre, de cette serre qui est là pour me faire grandir et me faire fleurir, faire fleurir et pousser en moi toutes ces capacités, ces qualités de bonté. Chose pour laquelle je suis venue sur Terre. Le rôle principal de ma vie, c'est pas de chercher mes potentiels extérieurs et de chercher des clients et tout ça. Je suis venue sur Terre pour faire développer chez moi les qualités qui me permettent de ressembler à mon créateur. Donc la bonté. La bonté se développe au sein de la famille. Parce que c'est au sein de la famille que je fais ce qui s'appelle Chesed Shalemet, du vrai don, de la vraie bonté, parce qu'au sein de la famille, personne ne le voit. Au sein de la famille, je ne reçois pas un salaire à la fin du mois, je ne reçois pas une lettre de remerciement, je ne reçois pas une augmentation, je ne reçois pas une lettre du directeur, mon nom n'est pas inscrit au-dessus de la liste des meilleurs de l'élite, de ceux qui ont fourni le maximum d'efforts dans la boîte cette semaine. Il n'y a rien qui vient, comme je vous parlais du miroir en début de vidéo, il n'y a rien qui vient vraiment refléter mes qualités, mon don, ce que je donne. Il n'y a que moi qui est consciente de ça et le créateur du monde, qui l'est encore plus que moi. Il n'y a que la femme elle-même qui sait ce qu'elle donne à ses enfants et à son mari. On n'en est pas toujours consciente et c'est important de prendre conscience parce que quand on ne prend pas conscience de la valeur qu'on a au sein de sa famille et auprès de ses enfants et de son mari, on a une tendance que Dieu préserve à minimiser notre rôle. Et qui dit minimiser notre rôle dit s'en éloigner, le laisser pour compte. J'ai plus à apporter au monde et à l'univers quand je vais bosser, j'ai plus à apporter au monde, à l'univers quand je vais créer ma société, quand je vais apprendre, étudier de nouvelles choses, voyager, rencontrer des gens à l'extérieur. Tandis qu'à la maison, j'ai le sentiment, entre guillemets, que ce que je donne n'est pas vraiment important, puisque quand j'ai donné à mon enfant, il m'a donné un coup de pied, il a pleuré. Quand j'ai dit à mon mari, je lui ai fait un bon repas, il m'a pas dit merci, il m'a dit ça manque de sel. Donc j'ai l'impression que ce que je fais là-bas, c'est pas très important. Mais par contre, quand je fais à l'extérieur, j'ai plein de likes, plein de commentaires, plein d'appréciations, je me sens vivre, je me sens... Et donc, c'est ce qui s'appelle Alma de Shikra, un monde de mensonges, où tout est inversé. Le vrai, ce que je construis vraiment dans ce monde peut paraître minime à mes yeux, et ce qui est du vent, ce qui est de la course après un marathon après le vide, me paraît très très important. Donc c'est à moi en tant que femme juive de faire cette introspection et de, avant qu'il ne soit trop tard, comprendre que l'essentiel est dans ma maison. L'essentiel, c'est ma cellule familiale. L'essentiel, c'est mon mari, c'est mes enfants. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout dépend de la pensée que je vais mettre dans les choses. Si je donne tout à ma famille, à mes enfants, à mon mari, et que je veux continuer de leur donner, mais je sens que je suis arrivée à une limite où je dois récupérer un peu pour moi, et que je vais au centre commercial m'acheter une robe, cette même robe que je me serais achetée, comme cette femme qui va s'acheter cette robe pour sa société, pour ses clients, pour son boss et tout, je vais me l'acheter cette robe pudique, bien sûr, pour tout simplement me donner des forces, rentrer à la maison, m'occuper de mes enfants. Et encore, c'est pas obligatoire, même ça, c'est pas obligatoire, mais
je sens que c'est ce qui me fait du bien en ce moment. J'ai entendu le cours de la rabbinite Yemima Mizrahi qui a dit qu'il fallait s'acheter une nouvelle robe. Donc je vais m'acheter une nouvelle robe dans le but de reprendre des forces pour ma famille, pour faire construire ma cellule familiale. C'est ce qui s'appelle Korban la Hachem, un sacrifice à Hachem. C'est comme apporter un sacrifice au temple. J'ai été au centre commercial, je me suis acheté une robe pour me faire du bien. J'ai été faire un petit, je sais pas, chacun avec ce qui lui fait du bien, faire un petit tour dehors, prendre l'air. J'ai été m'acheter un petit journal et siroter un petit quelque chose. J'ai fait quelque chose qui m'a fait reprendre de l'air. Je me suis assise à une terrasse avec une copine, on a rigolé, sans dire de médisance bien sûr. J'ai fait quelque chose qui m'a fait du bien. Dans les lois, toujours dans les limites de la loi de la Torah. Pour reprendre des énergies, retourner, donner des choses à ma famille et à mon mari, c'est comme si que j'avais été au temple donner un sacrifice à Dieu. Korban la Hachem. Quand je vais, je sais pas moi, écrire un peu sur mon cahier, aller, je sais pas, chacune avec ce qui fait du bien encore une fois, respirer dehors, faire un petit moment de zénitude, de yoga, un truc qui me calme et qui me tranquillise pour revenir vers ma famille, c'est comme si que j'avais été au temple sacrifier un korban. Et korban, dans le mot korban, c'est-à-dire sacrifice, korban c'est karov, les noun. Karov, noun c'est 50, c'est ce qui est au-dessus de la nature, c'est ce qui représente Hachem, donc c'est être près d'Hachem. Korban, le sacrifice au temple, me rapproche d'Hachem. Lorsque je fais un sacrifice, je me rapproche d'Hachem. La personne qui sacrifie de son ego est plus proche d'Hachem que celle qui ne sacrifie pas son ego. Quand je sacrifie mon ego, encore une fois, c'est pas un sacrifice muet de se marteler et de se faire du mal. C'est pas ça, c'est juste donner de soi. Donner de soi, comprendre où est l'importance et donner de soi là où c'est important de donner de soi, même si je ne le reçois pas toujours en retour. Parce que c'est comme cuisiner un plat. Tu peux faire un plat en 2 minutes et tu peux cuisiner un plat en 3 heures. Un jour, j'ai lu une recette de quelqu'un qui donnait une recette. C'est la première fois où je cherchais à faire un plat pour Shabbat. J'étais vraiment dans les débuts d'apprendre à faire à manger le minimum requis pour après le mariage. Et donc je cherchais recettes pour le Shabbat et tout ça, et j'avais aucune idée de combien de temps ça prend un plat à cuire, et combien de temps, je n'avais aucune idée, je savais même pas combien de temps les choses prenaient, une 30 minutes, 20 minutes, je sais pas moi combien de temps ça prend. Et l'une des premières recettes sur lesquelles je suis tombée, il fallait donc couper des légumes, mettre de la viande, mettre le vin, fermer les épices et tout, c'était un bœuf bourguignon comme ça, et la personne écrit, je l'ai laissé cuire 8 heures d'affilée. Le lendemain, je l'ai remis sur la plaque pour recuire encore 4 heures d'affilée. Et là, enfin, c'était super bon, c'était un délice. Et je me suis dit, quoi, il faut autant de cuisson pour un plat? Autant de cuisson? Bon, c'est pas obligatoire. Vous pouvez faire aussi en 1 heure un plat. Vous pouvez faire... Mais c'est pour dire que plus le plat va revenir, plus c'est mijoté, plus c'est meilleur. Pour certains plats, pas pour tous les plats. Mais il y a des plats que plus tu les mijotes, et plus ça va faire leur spécificité, leur goût. Plus la saveur va se développer. Et c'est pareil pour la maison. Plus tu mijotes le plat de la maison, plus tu accordes de la pensée à comment faire pour avoir une maison équilibrée, une famille équilibrée, comment tu peux faire pour faire entrer de la Torah dans ta vie, de la Torah dans ta famille, et hydrater tes enfants et ton mari de vie de Torah, de vie de bonté, de vie de se trouver là et de ne pas être tous captés vers des écrans, tous les familles zombies que Dieu préserve. Les enfants, ils sont vers leurs écrans, ça les rend que Dieu préserve tous ces jeux, tous ces jeux cruels, et ça les rend cruels que Dieu préserve, et ça leur enlève leur bonne midote et tout. Pas complètement, mais ça leur amoindrit leur bonne midote. C'est terrible ce que les écrans font chez les enfants. Le papa qui est sur son écran, la maman qui est sur son écran, famille écran. Et donc là, le plat ne se mijote pas du tout. On est tous ailleurs. On est là, mais on est ailleurs, on n'est pas là. Ou alors la maman qui est tout le temps dehors, qui va chercher ailleurs, qui va chercher
les compétences à l'extérieur, qui sent que c'est maintenant ou jamais. Mais il y a des petits, il y a des enfants en bas âge qui ont besoin de toi, qui ont besoin d'être allaités, qui ont besoin d'une maman sereine, d'une maman qui dort suffisamment, d'une maman qui a la patience. Non, 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 c'est maintenant que je dois me réaliser. Si je me réalise pas professionnellement maintenant, le temps va passer et ça sera fini et je pourrai plus jamais rentrer dans aucune boîte et ils voudront jamais de moi et j'aurai pas les compétences et la connaissance suffisante pour être prise. Tout un, le doute, c'est Amalek, c'est le doute qui vient s'installer dans la tête de la maman pour lui faire croire que sa place n'est pas à la maison mais ailleurs. Ailleurs. Elle s'occupe de son enfant et toutes les microsecondes, elle a une pensée qui vient la déranger. Sors de là, sors de la maison, va là-bas, développe-toi au niveau de ça, faut que tu développes ça, faut que tu fasses ça, faut que tu crées ta propre truc et que tu donnes ta propre société, de machin et tout. Toutes les microsecondes, un Malek qui vient, qui frappe à la porte, et nous, c'est à nous d'ouvrir ou de fermer. Non, je suis occupée, j'ai des enfants, ils sont en bas âge, ils ont besoin de moi. Je ne veux pas de cette invitation. Je refuse l'invitation. Et le boulot, et si tu viens pas maintenant, ça sera jamais. Et regarde, ta boss, elle a dit que t'étais génial et qu'il pouvait pas survivre sans toi. Et tous les travailleurs, tous tes collègues et tout, ils t'ont dit que t'étais génial et que t'avais bien réussi et qu'ils t'attendent avec amour et avec gentillesse, avec sympathie et plein de smileys et plein de likes. Ah, eux au moins ils m'aiment et eux au moins ils voient que je suis quelqu'un de bien. Tout ça, c'est le doute. C'est le doute qui vient frapper à la porte de la maman pour comment dire, briser la cellule familiale, pour amoindrir la cellule familiale, pour affaiblir la cellule familiale. Affaiblir la cellule familiale. Et pourquoi la femme, des fois, va chercher absolument à faire des choses à l'extérieur parce qu'elle elle sent que son mari ne l'encourage pas, ou qu'il ne voit pas ses qualités, et donc il voit pas ce que je fais, il voit pas ce que il faut absolument que quelqu'un voie ma valeur, il faut absolument que quelqu'un me reflète le bien que j'ai en moi. J'ai besoin, je peux pas vivre sans ce miroir. Je ne peux pas vivre sans ce miroir, c'est ce qu'elle se dit. On se dit ça, malheureusement. Je ne peux pas vivre sans ce miroir, que quelqu'un me reflète la personne merveilleuse que je suis. Il faut absolument que quelqu'un me reflète mes qualités, mais le bien que j'ai en moi, sinon je ne peux pas tenir. Donc si mon mari ne me fait pas de compliments et ne me dit pas que ce que je fais c'est bien, si mes enfants ils sont pas encore construits pour me dire que bravo, merci maman, qu'est-ce qu'on ferait sans toi, ils rentrent du GAN à la maison, il y a des bonnes odeurs de repas, et maman a travaillé toute la journée à faire des bons repas et tout, ils arrivent, et ils jouent avec la nourriture, et ils mangent, ils mettent à côté, et ils font pas exactement ce que la maman elle attend. La maman elle peut ressentir une déception. Et dans ce moment de déception, être bousculée. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que j'apporte vraiment quelque chose à cette maison, à cette famille? Est-ce que c'est... Voilà, le fait que j'ai fait un repas fumant, ils auraient pu... Ah, voilà, mon mari, il aurait pu rentrer un peu plus tôt, leur chauffer un truc au micro-ondes, et moi, j'aurais été au travail, et j'aurais fait 100 fois plus de choses, et la maison, elle aurait été plus propre, parce que quand je rentre le soir, j'ai plus de force pour ranger, plus de force pour nettoyer. Comme si que sa présence dans la maison, on n'arrive pas à se refléter à soi-même l'importance de notre présence dans la maison, l'importance de notre présence avec nos enfants et nos maris. Et c'est un moment de faiblesse en vérité. Un moment de faiblesse où on n'a pas la force de se dire à soi-même « Bravo, ce que tu fais c'est bien, c'est énorme ». Tu te rends compte toute la chaleur que tu donnes à tes enfants en étant là et en les accueillant avec amour et avec chaleur, en allant les chercher pas trop tard au GAN, à la maternelle, en les gardant avec toi à la maison ou en les allaitant, tu te rends compte les forces que tu leur donnes, les batteries que tu leur remplis, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Quand tu es là, que tu leur ouvres la porte, et mes amours et mes chéris, tu les embrasses. Vous m'avez manqué, je vous ai attendu toute la journée, regardez comment j'ai fait vos lits. Des fois on n'a pas le temps de faire leur lit, mais au moins on est là. Et il y a une odeur, il y a une vie dans la maison. Il y a de la fumée qui sort, et des bonnes odeurs, et des bons plats, et des choses... Ou juste une omelette, mais quelque chose. Ou des fois pas une omelette parce qu'on vient d'accoucher, je veux pas mettre de pression sur les femmes, mais cette présence-là quand on est à la maison, cette présence, maman est là. Vous savez comment c'est rassurant pour les enfants. Quand maman est là, quand ils arrivent, c'est rassurant. Moi, je peux vous raconter une petite histoire personnelle et que j'ai entendu d'autres personnes aussi témoigner de ça.
Mes parents, que Dieu les bénisse, sont des gens exceptionnels. J'aime mon papa, j'aime ma maman de tout mon cœur. Mais quand c'est pas ma maman qui venait me chercher à l'école, ça pouvait être mon papa, ça pouvait être une amie de ma maman, j'avais une grande déception dans le cœur. Alors que mon papa, je l'aime de tout mon cœur, mais c'est-à-dire, passer une journée à l'école pour qu'à la fin, c'est pas maman qui vient te chercher, c'est une déception pour un enfant. Je me souviens encore de cette déception. Donc, de temps en temps, on ne peut pas aller chercher, on vient d'accoucher, on est à la maison, il n'y a pas de problème. C'est le mari qui va aller les chercher, etc. Ok, pas de problème. Mais que je sois là, je suis là, je ne suis pas ailleurs en train de développer quelque chose et je suis... Attends, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de temps pour moi. On est venu pour donner, on est venu pour faire grandir ce trait de caractère en nous qui est le don. Qui est le don. Donc quand la femme surmonte cette épreuve de ne pas avoir face à elle forcément quelqu'un qui va lui dire combien elle est exceptionnelle et combien sa présence à la maison est formidable, quand la femme surmonte cette faiblesse, elle se renforce. Elle se renforce parce qu'elle apprend à fournir des efforts gratuitement, pas en échange d'une promotion, d'une photo avec le boss, on a mis mon nom dans le journal parce que j'ai réussi à j'ai réussi à faire des trucs, ou les photos sur mon compte et tout ça, c'est pas ça. Les likes, les machins, les commentaires, c'est pas ça que c'est pas ça ma nourriture. C'est pas ça mon pain quotidien. Mon pain quotidien, c'est la conscience que je donne aux gens de ma maisonnée, aux gens de ma famille, de la force et de la vitalité pour continuer de faire ce qu'ils ont à faire à l'extérieur. La femme, c'est une station d'amour. Une station d'amour. Comme vous avez la station d'essence, quand une voiture n'a plus d'essence, elle va à la station d'essence et on lui remet de l'essence et c'est reparti pour une journée. Quand un enfant rentre à la maison et que sa maman est une maman, comme il faut, est une maman, elle est là. Quand le mari rentre à la maison et la femme est là, elle s'inquiète pour lui. Mon chéri, ça va, tout va bien, il y a à manger, tu veux boire, t'as mal aux pieds, qu'est-ce qui va pas? Ton manteau, ça va, il te chauffe suffisamment, tes chaussures, ça va, t'as pas les pieds mouillés? Ah, t'as les pieds mouillés, waouh, mince, il faut qu'on trouve d'autres chaussures, c'est pas possible. Rien que cette phrase, vous savez ce que ça fait à un homme? Je suis l'intérêt ma femme a de l'intérêt pour moi. Je suis le centre d'intérêt de ma femme. C'est pour ça que les hommes ont beaucoup de mal à encourager leur femme dans leurs compétences extérieures, à l'extérieur. Quand la femme se réalise à l'extérieur, quand elle a une profession très prenante, elle monte et elle grimpe les échelons de sa profession, l'homme a beaucoup de mal à l'encourager sur ça. Pas parce qu'il ne veut pas parce que c'est une mauvaise personne que Dieu préserve. Parce qu'il est incapable. C'est-à-dire, c'est pas. Je sais pas, c'est comme un enfant qui remercierait sa maman de pas être là pour lui, quoi. Merci maman d'être prise par ton travail. Merci maman. Ça viendrait en tête d'un enfant de dire maman, merci d'être prise par ton travail. Non, maman, j'ai besoin de toi, je souffre quand tu n'es pas là pour moi. C'est une souffrance d'être seule et face à des écrans. C'est une souffrance, maman. Donc l'enfant ne le dit pas, et c'est à nous de le deviner, justement. C'est là tout le travail de la maman, de la femme. C'est de deviner les besoins des gens de sa famille, de ses enfants, de son mari. Moi, ce qui me fait le plus de peine, quand une maman n'a pas conscience des besoins de ses enfants et de son mari, mais elle a l'oreille pour l'entendre, elle est prête à entendre, que tu lui dis, tu sais, tes enfants ont besoin de toi, et qu'elle s'ouvre à une introspection, à une prise de conscience. Ah bon, tu crois qu'ils ont besoin de moi? Tu crois que c'est important quand je suis là, quand ils rentrent de l'école? Tu crois que c'est important que je les garde plus qu'un certain nombre de mois? Tu crois? Elles sont ouvertes à entendre la vérité. C'est bon signe, c'est une bonne chose. Mais ce qui vraiment me est douloureux, je trouve douloureux, c'est lorsque tu essaies de faire entendre cette mélodie à une femme et tu lui dis, tu sais que tes enfants ont besoin de toi, et qu'elle ferme la fenêtre avec rigueur. Mais non, ils n'ont pas besoin de moi. Mais non, ils n'ont pas besoin de plus de moi que de la maîtresse de jardin d'enfants.
Moi, ou allaitement ou poudre en lait, poudre de lait. Mais non, ils n'ont pas plus besoin. C'est pas, non, mais pas du tout. C'est n'importe quoi, ça. C'est n'importe quoi. Ils n'ont pas besoin de moi. Ça, c'est triste. C'est triste. Parce que la femme est tellement, tellement, tellement... Si tu regardes dans ses yeux, tu pourrais presque voir des petits dollars ou des petites likes, atteindre les 10 000 likes. Tu sais que tes enfants ont besoin de moi. Mais non, mais non, mais non, ils n'ont pas besoin de moi. Enfin, on peut être des fois tellement, tellement aspiré par cette réussite dont on rêve, extérieure, professionnelle, sur les réseaux sociaux, les clients, le boss, le machin, on est tellement des fois aspiré par ça qu'on n'arrive même pas à entendre la vérité. On ferme la porte à la vérité. On ferme la porte à la vérité. Je veux pas entendre ça. Non. Non, ne me parle pas de ça. On est comme quand on était petit et que malheureusement on avait la télé à la maison et qu'on regardait les dessins animés. Et nos parents disaient, allez les enfants, c'est l'heure de dormir, il est déjà 10h du soir, demain il y a l'école. Mais non, mais non, mais non, mais non, maman, non, non, non. On pouvait trouver n'importe quel argument. Maman, j'ai pas école demain, le professeur est malade. Mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu sais qu'il est malade, il est pas malade, il était là aujourd'hui. Oui, mais demain il sera malade, c'est sûr, il fait froid, et puis il y a la neige demain. Il n'y a pas école, maman, c'est sûr, c'est sûr. On est tellement attirés par ce dessin animé, tellement comme des zombies devant ce dessin animé qu'on n'arrive même pas à être comment dire, à reconnaître que maintenant il est l'heure d'aller dormir et que j'ai besoin de sommeil et qu'il va falloir que je retourne à la vie, à la vraie vie, de fournir des efforts, d'aller à l'école, etc. Donc ça c'est en tant qu'enfant, on ne peut pas en vouloir à un enfant de faire cela, on ne peut pas en vouloir. Quand on met un écran devant l'enfant n'est plus lui-même, il n'est plus lui-même. Donc le meilleur service à lui rendre, c'est de ne pas faire entrer d'écran dans la maison, bien sûr. Pareil pour nous les femmes, en cette période, on est tellement invités, tellement titillés par toute cette invitation extérieure, que des fois on est tellement aspirés par ces choses-là, qu'on ferme la porte à la vérité. Même quand on vient susurrer à nos oreilles, tu sais, tes enfants ont besoin de toi. Non. Non. Alors, il n'y a pas de point de non-retour, il n'y a pas de rien n'est. Il y a toujours d'espoir pour revenir vers la compréhension de... Mais je pense que le médicament à la maladie, c'est de voir à long terme. Miwachacham aroe et anolad, qui est la personne intelligente, celle qui voit ce qui va naître. Ce qui va naître de sa façon d'agir. Ce qui va naître de ses choix. Sache que chacun de tes choix ont des répercussions. Alors, encore une fois, quand la femme est très aspirée par ces choses-là, non. Même ça, elle ferme la porte. Non, mes choix n'ont pas de répercussions. Tu vas me dire que tu choisisses d'être là pour ta famille et tes enfants, ou que tu choisisses d'être là pour tes pulsions intérieures de devenir et de titillement de joie, de te voir, te réaliser selon ce que tu aurais espéré dans ta vie et que tu n'aurais même pas espéré parce que c'est tellement incroyable ce qu'on peut faire en ces temps et te rends compte, chacun peut faire sa société, sa boîte et sa truc et tout. Eh bien, c'est la même chose, que tu choisisses ce chemin ou ce chemin, il n'y a pas de répercussions, ce sont c'est les mêmes résultats, tu penses que c'est les mêmes résultats. Et des fois, en fait, on n'a même pas l'esprit à parler de résultats. Quel résultat? De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu parles? Ce plat que tu es en train de cuisiner, tu veux t'investir 1 minute dans le plat que tu cuisines qui est ta famille? Combien je suis prête à m'investir? Ou est-ce que pour ce bon bœuf bourguignon, tu es prête à t'investir 8 heures et puis le lendemain encore 4 heures et manger un plat? C'est ça la famille. C'est ça la famille. Après, bien sûr qu'il y a le libre arbitre, mais combien de force je donne à mes enfants et à mon mari? Combien de force je leur donne? Parce que c'est eux. C'est vraiment leur rôle de comment dire, c'est vraiment leur place d'aller devoir se battre avec la jungle à l'extérieur. Le mari doit vraiment se battre avec la jungle à l'extérieur, que ce soit à la yeshiva, que ce soit au travail, que ce soit trouver des revenus, que ce soit trouver sa place, trouver son endroit, comment aider sa femme. Il doit se battre avec la jungle extérieure.
Donc ça, c'est sa place. Mais si celle qui est censée l'accueillir à l'intérieur et lui redonner les forces, cette station d'amour, lui redonner les forces pour combattre l'extérieur, si cette même femme, elle aussi, se positionne à l'extérieur, il n'y a plus d'intérieur. Léolam lo karati ishti, ishti et la beiti. Je n'ai jamais appelé un très grand rave a dit, je n'ai jamais appelé ma femme, je l'ai toujours appelée ma maison. Ma femme, c'est ma maison. S'il n'y a pas cette femme maison, comment l'homme peut récupérer des forces pour continuer de se battre à l'extérieur, où là, c'est oui sa place. Si on est deux à l'extérieur, qui sait qui tient les fondations de la maison, cette station qui va redonner des forces et vivifier les habitants, qui il faut faire fonctionner cette station d'amour. Il faut apporter du stock d'amour à cette station. De la même manière qu'on va apporter de l'essence dans une station d'essence, il faut apporter de l'amour et de la chaleur dans cette station. L'amour et la chaleur ne vont pas naître d'eux-mêmes, sans aucun effort. Il faut qu'il y ait un effort fourni. Un effort fourni. Comme lorsque Sarah a quitté ce monde, et donc les 3 bénédictions qui étaient avec elle en permanence, c'est-à-dire il y avait toujours une bougie allumée, il y avait toujours de la pâte pour faire du pain, des chalotes, et il y avait toujours... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je ne sais pas. En tout cas, ces choses-là ont quitté sa tante lorsqu'elle a quitté ce monde, et son fils, Yitzhak, lorsqu'il s'est marié avec sa femme, Rivka, eh bien, la bracha est revenue. On nous dit que la bracha est revenue dans la tente. Il y a, oui, eu de la pâte pour le pain, il y a eu les bougies allumées. La femme apporte cette bénédiction dans la maison, apporte cet effort dans la maison, cette chaleur, cette présence dans la maison qui va donner ses résultats d'apporter de la pâte pour les enfants, pour le mari, de la nourriture. La lumière, c'est la Torah, c'est la lumière, c'est l'éclairement, c'est éclairer ce monde, éclairer les âmes de nos proches, éclairer l'âme du mari et l'âme des enfants. Donc quel miroir je vais être pour mon mari? Qu'est-ce que je vais lui refléter de lui-même? Qu'est-ce que je vais lui refléter de lui-même? Est-ce que je vais être là pour être un miroir pour lui? Si je fais un miroir, si je prends conscience de ma place et de mon rôle et des forces que je donne à mon mari lorsque je lui reflète une bonne image, je vais être un bon miroir. Mais si je fais tout spontanément, naturellement, je me laisse aller à être moi-même, spontané, je parle, franco, je dis ce que je pense, moi tu me connais, j'aime dire la vérité, 4 vérités en face, je suis pas du genre à me taire, tout ça, je vais être un mauvais miroir. Je vais être un miroir, mais très négatif et très mauvais. Donc qu'est-ce que je fais dans ces moments-là? Je sors mon cahier et je me concentre sur ce qu'il y a de bien chez mon mari. Je prends ma plume, que je trempe dans de l'encre, que je prends mon stylo tout simplement, pas sur le téléphone, pas sur le smartphone, parce que sinon après on se laisse aller à d'autres choses. On peut pas faire de travail d'introspection avec son téléphone, ou c'est très dur de faire de la voda tachère. Moi j'ai mis sur ce smartphone là qui n'est pas mon téléphone, comme je vous l'ai dit, j'ai un téléphone cachère sans internet, logiquement, et logiquement parce qu'un jour j'ai reçu un lien sur un SMS et j'ai vu que je pouvais aller sur internet, donc j'ai dit il faut que tu le rebloques, et donc on l'a rebloqué, voilà. Donc un téléphone cachère, et ce smartphone ne sert uniquement qu'à faire ces vidéos pour les mettre sur internet. Et j'ai mis aussi une application un truc de Teilim, un truc de Birkat Amazon, mais c'est pas possible. Quand je vais pour m'en servir, après je suis tentée d'aller voir qu'est-ce qui c'est qui a parlé, qui c'est qui a fait. Donc tu peux rien faire, tu peux pas te concentrer, c'est pas vrai, tu peux pas te concentrer avec ce smartphone, tu peux pas t'en servir, c'est difficile de s'en servir comme sidou ou comme livre de prière ou quoi que ce soit. Donc prends un vrai cahier avec un vrai stylo, et quand tu sens que tu es au bout du rouleau de tes pensées sur ton mari, casse-toi la tête, vas-y, cherche, pour le bien-être de ta famille, pour le bien-être de tes enfants, de ta cellule familiale, casse-toi la tête. Qu'est-ce qu'il a fait de bien mon mari ces derniers temps? Qu'est-ce qu'il a comme qualité? Qu'est-ce qu'il a de bien chez lui? Essayez de voir ce qu'il y a de bien chez lui. Et si une femme n'arrive pas à voir un point positif chez son mari, une qualité, ça veut dire que le problème n'est pas chez son mari, il est chez elle. Elle n'a pas le cœur et les yeux pour voir quelque chose de positif chez son mari. C'est qu'elle doit avoir des lunettes très sales et très négatives sur son mari. Elle a dû s'habituer
tomber dans un trop-plein de visions négatives sur l'autre, ou de paroles négatives sur l'autre, que Dieu préserve. Quand on se met à parler mal de son mari dans son dos, à ses amis, à ses parents, aux gens autour, ça va, c'est un cercle vicieux, ça va arroser les mauvaises pensées. D'accord? La mauvaise parole arrose les mauvaises pensées arrosent la mauvaise parole. Donc c'est vraiment, il faut rentrer dans ce cercle vertueux qui est de justement travailler ses pensées et garder sa bouche. Travailler ses pensées, garder sa bouche. Et c'est comme ça qu'on apprend à aimer le mari. C'est comme ça qu'on apprend à voir ce qu'il y a de bien chez lui. Et c'est comme ça que petit à petit, avec les années, bien naturellement, quand je vais voir mon mari, de plus en plus naturellement, je vais avoir envie de savoir s'il va bien et si tout va bien. Vous savez, quand on dit, quand on fait des actes, on nous dit dans la Torah, le cœur va après les actes. D'accord? Quand je fais un acte, mon cœur va suivre mes actes. Ça veut dire que si je vole, que Dieu préserve, je vais avoir le cœur qui va commencer à vouloir voler. Si je suis, curieuse et que je regarde des choses qui ne me regardent pas, je vais avoir le cœur qui va être curieux et qui va s'intéresser à des choses qui ne le regardent pas. Mais dans le bien, c'est pareil. Si je vais faire un acte de bonté et donner à l'autre ce dont il a besoin, je vais finir par vraiment aimer l'autre. Je lui donne ce qu'il a besoin, mon cœur va s'attendrir pour l'autre. Et petit à petit, le cœur va aimer naturellement. Donc à force de donner à mon mari, à force de travailler pour développer mon bon regard sur lui, à force de me casser la tête pour savoir qu'est-ce qui lui fait plaisir Béhémet, mon cœur va finir par suivre. Ce qui fait que arrivera le jour, Bezrat Hashem, où le plus naturellement du monde, je vais me dire, j'espère que mon mari va bien. Tiens, je vais lui demander de ses nouvelles, comment il va, est-ce qu'il va bien? Ça va chérie, t'as besoin de quelque chose, ça va? Tu vas vraiment bien? Tout va bien, tu me caches rien, tout va bien pour toi, t'es sûr? Je peux t'aider, ça va être naturel. Voilà mes très chères dames, n'hésitez pas à partager et que Dieu nous aide. À très bientôt.